première chose, je passe les problèmes qui sont standards, à savoir que ce n'est pas écrit. Je parle de façon grammaticale ou orthographique ou peu importe. Enfin, ça démontre aussi quelque chose qui n'est pas acquis. J'ai fait moi presque 20 ans de violon. Avant de faire du violon, on apprend à faire du violon. Donc je suis plutôt de cette école-là qui est pour une sorte d'école de l'écriture. J'ai moi-même créé pendant 2 ans une école d'écriture pour les jeunes adultes. Je pars du principe qu'il faut s'essayer. Donc quand on sent plutôt que le texte qu'on lit était quelque chose qui était fait pour se faire plaisir en tant qu'auteur, ou en tant qu'auteur qui désire être auteur, réellement, et qu'il n'y a pas cette espèce de connivence avec le lecteur, de générosité vers le lecteur, et que je sens qu'il y a plutôt un « regardez-moi écrire », ça passera pas. Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Glenn Tavenak, je suis le directeur des éditions Verso, tout jeune label lancé il y a maintenant presque 2 ans, dédié à tous les types de genres, la littérature populaire au sens le plus large qui soit, ça veut dire le plaisir avant tout. Quels sont vos critères de sélection des manuscrits? Alors, pour sélectionner des manuscrits, il y a déjà 2 choses. Il y a la partie française. Pour les auteurs français, je reçois énormément de manuscrits, effectivement, notamment par mail. C'est toujours un mystère de savoir comment on a réussi à récupérer mon adresse mail. Non, sinon, c'est par des appels aussi à texte. Le prix des détectives que j'ai pu lancer permet justement de recevoir dans les 400 manuscrits sur une petite courte période de temps. Mais sinon, oui, globalement, ça peut venir aussi par des agents. Ça, c'est comment je reçois les textes. Et côté étranger, ça passe surtout par des agents en France de textes étrangers, ou carrément via nos grands agents que chaque éditeur, normalement, pas tous, mais peuvent avoir, à savoir les scouts, ce qu'on appelle les scouts, les grands agents, les têtes chercheuses. Voilà. Après, comment je choisis les textes, c'est toujours... je suis moi-même surpris à chaque fois d'avoir des méthodes différentes. En fait, je pense c'est surtout le texte qui nous choisit, à mon sens. C'est un peu facile de faire la pirouette pour vous répondre. Mais je dirais on en lit tellement qu'effectivement, par définition, un texte qui vous touche très vite, qui vous démontre qu'il y a quelque chose, il y a une urgence à avoir même à publier ce livre, en tant que lecteur, avant même d'être éditeur, oui, ça, c'est ça qui définit la chose. Après, pour Verso, j'essaye aussi de me dire qu'est-ce qui pourrait donner une impression de jamais lu pour le lecteur. Alors ça, c'est quasi impossible, mais puisque on a pratiquement écrit sur tout et des meilleures façons qui soient. Mais voilà, peut-être, et ça c'est l'idée, de pouvoir proposer, même quand on est dans un genre défini, par exemple dans le polar, de proposer quelque chose qui soit à la frontière. Donc ça, c'est plutôt ma façon de chercher des textes. C'est souvent quand je trouve quelque chose, une voix qui est capable d'avoir pensé d'abord le plaisir du lecteur, la relation vers le lecteur, plutôt que le genre d'abord. À mon sens, les genres sont surtout pratiques pour les libraires, pour la catégorisation et autres. Généralement, les grands textes sont, selon moi, toujours à la frontière des genres. Quels sont les problèmes que présentent les manuscrits que vous refusez? Alors, on est obligé de se concentrer que sur des problèmes quand on doit refuser. Alors, première chose, je passe les problèmes qui sont standards, à savoir que ce n'est pas écrit. Je parle de façon grammaticale ou orthographique ou peu importe. Enfin, ça démontre aussi quelque chose qui n'est pas acquis. J'ai fait moi presque 20 ans de violon. Avant de faire du violon, on apprend à faire du violon. Donc je suis plutôt de cette école-là qui est pour une sorte d'école de l'écriture. J'ai moi-même créé pendant 2 ans une école d'écriture pour les jeunes adultes. Je pars du principe qu'il faut s'essayer. Donc quand on sent plutôt que le texte qu'on lit était quelque chose qui était fait pour se faire plaisir en tant qu'auteur, ou en tant qu'auteur qui désire être auteur, réellement,
et qu'il n'y a pas cette espèce de connivence avec le lecteur, de générosité vers le lecteur, et que je sens qu'il y a plutôt un regardez-moi écrire, ça passera pas. De façon plus générale, il y a une part de mystère aussi. Il y a des textes dont l'action ne démarre pas vite forcément, puisque ça, on ne cherche pas toujours, tous les éditeurs ne cherchent pas que des textes qui démarrent in medias res et qui avancent et qui perdent pas, avec des chutes de partout. C'est pas ça que je recherche fondamentalement. Je cherche en revanche des textes qui, dès les premières phrases, on sent qu'il y a une alchimie qui opère. Mais encore une fois, c'est de l'artisanat, donc il n'y a pas de règles et on s'adapte aux matériaux qu'on reçoit. Mais oui, je dirais plutôt, c'est avec quelle honnêteté on a écrit et avec quelle idée on se fait de ses propres personnages. À mon sens, l'intrigue, c'est pas qu'elle est très secondaire, selon moi, en importance, mais je pense que d'abord et avant tout, si les personnages sont véritablement des personnages, c'est pas parce qu'on a peu par exemple, de description psychologique d'un personnage qu'il n'est pas existant ou qu'il n'a pas une aura dingue. Donc, c'est d'abord et avant tout aussi des personnages. Si le personnage n'existe pas ou ne touche pas comme une rencontre, ça marche pas. Faites-vous retravailler les manuscrits? Oui. Bah, c'est très rare qu'un texte ne soit pas retravaillé. D'ailleurs, il y a plein de cas très particuliers, que ce soit pour des premiers romans ou même des auteurs qui sont maintenant à leur 80e livre, et j'exagère pas. Il y a une vraie demande, en tout cas c'est ça le métier ou l'intérêt d'être auteur, c'est qu'on a une part manquante qui est l'éditeur, et quand on est éditeur, on a une part manquante qui est l'auteur. Et d'essayer, non pas de vouloir mettre sa patte d'éditeur, mais d'essayer de voir en quoi on peut peut-être aider à non pas réécrire, ça n'est jamais une réécriture, mais à orienter peut-être vers des endroits où il y a des trous dans la raquette, comme on dit, où il y a des ventres mous, ou des endroits aussi, peut-être un personnage qui manque, on s'en rend pas compte, mais qui est peut-être un figurant, comme dans un film. Donc je dirais que c'est plus des méthodes, je dirais, cinématographiques. C'est pas du director's cut, ou bête et méchant, c'est ça qu'il faut couper, c'est ça qu'il faut que tu augmentes. C'est plutôt un accompagnement de l'intention aussi de l'auteur vers, je dirais, une fin, enfin une finalité pour le livre qui soit, qui tienne la route, quoi. Voilà. Mais par exemple, j'ai un projet qui a demandé 8 versions. Et entre la version initiale et la finale, on est passé on a augmenté de 200 000 signes. Mais c'est l'auteur aussi qui, percevant des choses à force de parler avec moi et moi avec elle, a véritablement perçu qu'il fallait peut-être d'autres lignes. C'est pas pour brouiller plus le poisson avec le lecteur, mais il y avait aussi des personnages qui d'un seul coup étaient peut-être trop devant, qui ont dû être mis un peu juste, un peu plus comme des ombres, ou alors qu'on se rend compte qu'on explique trop de choses et qu'il va mieux peut-être un peu plus décrire aussi et faire parler des émotions du personnage par les éléments extérieurs au personnage, plutôt que le personnage lui-même, bref. C'est la partie la plus sympa du métier. Je dirais c'est celle qui donne du sens encore, quand on a fait 20 ans d'édition déjà. Mais c'est comme si vous aviez une partition de musique et qu'il n'y avait pas, je dirais, toutes les indications, vous savez, de mouvements, voilà, d'effets, le staccato ou pas, bref. Quel serait votre conseil à un auteur débutant? Mon conseil à un jeune écrivain? Alors sachant que je n'ai aucune velléité d'écriture, de mon côté, je ne peux pas me mettre dans la peau d'un auteur. Donc je préfère rester admiratif et j'adore admirer mes auteurs. Heu, le premier conseil, s'il y a vraiment une pulsion d'écriture, je pense qu'il faut s'essayer. Le premier texte qu'on écrit entièrement, à mon sens et à l'usage, ce que je vois, c'est que ça peut arriver, on peut avoir un très bon premier roman, mais qui n'est pas fait pour être publié. Il est là peut-être pour donner cette confiance en soi, c'est le fait de se dire: «Ça y est, je l'ai fait, et je sais que ça peut être ma voix». Donc ça, je dirais, faut pas avoir peur
de construire quelque chose pour après le mettre dans un tiroir. Faut aussi apprendre, si on aime bien, on châtie bien. Ça veut dire qu'il faut aussi se méfier des moments dans son texte où on se dit qu'on est très fier de soi. C'est schizophrène d'écrire, donc il faut aussi se projeter dans le lecteur, dans son ressenti. Le fait qu'en face aussi, le texte sera jugé par des personnes qui n'ont pas porté pendant des semaines, des mois, des années le texte. Et ils ne savent pas fondamentalement ce que vous avez derrière la tête quand vous écrivez. Donc en fait, c'est bien beau d'avoir un personnage qui a cette espèce d'aura selon vous, mais en fait, c'est pas du tout reçu de la même manière. Donc en fait, c'est vraiment pour ça que je dis que c'est écrire, être publié ou publier quelqu'un ou éditer quelqu'un, ça ne peut se faire, on ne fait rien de grand seul. Ça fait à deux. C'est un peu comme une sorte de couple non genré. Mais oui, c'est chercher la troisième personne de ce couple, c'est par le texte. Donc ça reste quelque chose qui est très proche, je pense, c'est comme une construction, je ne dis pas amoureuse, hein, mais je parle, le grec a plus de mots pour amour. Je dirais que c'est une sorte d'amour dans le sens d'une co-construction. S'il n'y a pas cette démarche-là, véritablement, de se dire « je vais tout oser pour peut-être avoir moins de risques », si on ne va pas aller jusqu'au bout, se mettre en danger en tant qu'auteur, ou se dire c'est pas pour briller, c'est pour véritablement essayer de toucher du doigt un aspect particulier. Il faut aussi savoir quelle est l'intention du livre pour soi. Est-ce que c'est un livre parce qu'on a envie de montrer qu'on sait écrire? Est-ce que c'est un message qu'on veut porter? Ou est-ce que c'est pour soi-même un besoin vital d'être peut-être dans un double de soi avec un personnage? Faut connaître au moins, on va dire, sa névrose, si je dois dire. Pensez-vous que l'édition soit menacée par les intelligences artificielles? Alors, pour la question de l'IA, c'est un point sur lequel on m'a plusieurs fois demandé aussi des journalistes. C'est des préoccupations très, très fortes, encore plus fortes aux États-Unis, par exemple. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu, là, quelques semaines, déjà des problèmes avec une autrice qui a été retoquée complètement sur son texte et par son éditeur parce qu'un détecteur, en tout cas des suspicions d'utilisation d'IA pour son texte, ont pu remonter jusqu'à l'éditeur. Et ils ont estimé, alors je ne sais pas quel est l'outil, moi j'ai un auteur qui est lui spécialiste de l'IA, qui est ici, c'est Thomas Weaver, qui me dit, mais en fait, ça va devenir le grand n'importe quoi parce qu'on va avoir des doutes partout. Mais ils ont estimé qu'il y avait 86% du texte qui avait été fait par IA. C'est fatal pour un auteur, donc je pense que sa carrière est foutue. Je dirais ça, on le voit, je pense que l'IA est utilisée déjà depuis maintenant pas mal de temps, sur certains genres en particulier. Je ne vais pas citer, je n'ai pas envie d'avoir des problèmes, non, mais on sait qu'il y a toute une partie qui peut être utilisée, on va dire, on met, si vous utilisez ChatGPT Premium ou autre, moi j'ai essayé de voir. Vous mettez un concept, vous mettez ce que vous attendez, vous mettez même la charte éditoriale même de Verso, et vous avez déjà une base qui est assez bluffante. Ça existe. Est-ce que j'en ai peur? Je pense que j'ai plus peur, j'ai pas tant peur de l'utilisation de l'IA parce que je pense que c'est un peu comme quand on a été prof, on sait qu'il y a pas mal de copies qui ont pu être pompées sur internet ou enfin tout ce que vous voulez. Donc il y aura toujours une part de mentir vrai. Moi, ce qui me fait davantage peur, c'est pas tant l'IA que véritablement, je pense qu'on est passé dans une séquence aujourd'hui, depuis maintenant 2 ans, où de façon internationale, même les gros lecteurs estiment qu'ils ont moins de temps par jour à consacrer à la lecture. Et c'est surtout la question de notre rapport au temps. On a une impression d'accélération générale du pire comme comme de nos activités ou autres. Tout ça par les réseaux, par l'utilisation qu'on fait aussi des informations ou des téléphones. Et je pense que ça, c'est en train de tuer une partie du livre, tout âge confondu, hein. On ne parle pas des tout jeunes, forcément c'est toujours les jeunes. Au contraire, je pense qu'il y a vraiment une prise de bande passante, comme je dirais. L'économie de l'attention est arrivée au point de saturation. Je pense qu'on est arrivé à une croissance telle de cette économie de l'attention que ça, c'est le premier danger.
Parce que s'il y a plus de lecteurs, l'IA n'est pas un souci pour faire des livres que personne ne voudra lire. Mais voilà. Et pour finir sur l'IA, par définition, les IA sont déjà arrivées au top de ce qu'elles pouvaient produire et elles sont déjà en train de s'auto-manger. Donc, il y a une espèce de cannibalisation d'elles-mêmes et même des structures syntaxiques et autres. Donc, on commence déjà à voir, donc je dirais qu'on a déjà la solution possible, c'est que par les IA, on voit qu'il y a des structurations de phrases ou autres, ou même d'intelligence narrative ou autre, qui commencent à devenir visibles. Donc c'est peut-être une solution, c'est de se dire que dans le pire, on a peut-être un tout petit peu de chance. C'est que à l'avenir, je pense que l'IA va être bluffante absolument pour tout ce qui peut être visuel, pour les images. Alors on peut être aidé par l'IA pour améliorer des couvertures de livres, pas pour les faire, mais pour les améliorer parce qu'il y a un point de jonction sur l'arrière avec l'horizon avec le personnage qu'on voudrait faire un petit peu mieux. Ça, c'est déjà fait. Ça c'est utilisé. C'est des IA génératives assez pointues, utilisées depuis maintenant 2-3 ans déjà dans tous les domaines. Je dis bien, c'est pas pour des coups faites intégralement IA. Hein. C'est vraiment de l'aide, accompagnement d'assistance. Assistance graphique. Ça va. Mais non, l'IA va exploser du côté de tout ce qui peut être technologique, vraiment même dans l'industrie, tout ce qui peut être médical et autres. Et là, ça va poser des gros problèmes parce que même au niveau sécurité, dans les guerres et autres, sur le culturel, il faut pas oublier qu'on est un tout petit marché. Hein, l'édition, au global, ce que représente l'édition, même en PIB pour la France, par exemple, c'est ridicule. Pareil dans les autres pays. Donc je dirais que oui, il y aura des tentatives d'utilisation d'IA pour le public, mais ça se verra aussi. On n'aura pas des grands noms forcément d'auteurs qui vont les utiliser. Mais je pense que ça sera indétectable à l'avenir. Les moyens de détection aujourd'hui seront encore plus contournés par les IA elles-mêmes. Mais oui, c'est un sujet. Mais avant ça, il faudrait que les gens puissent acheter les livres si l'IA a remplacé les gens pour qu'ils achètent des livres ou pour qu'ils aient un travail. Donc, bon. Quelle est votre relation au genre narratif? Le rapport à la littérature de genre, pour moi, à mon sens, je pense qu'on est sur un malentendu, qui est lié de façon générale à la marchandisation. Et ça a commencé avec l'explosion des moyens de transport. Enfin, on sait très bien d'où ça commence. Officiellement, je veux dire en librairie, c'est avec les premiers, les ancêtres des relais. Et c'était pour que les gens puissent ne pas perdre de temps pour trouver leur livre avant de prendre le train, par exemple. Mais pas que. Avant ça, les plus grands classiques qu'on appelle les classiques, les liaisons dangereuses. On va dire, c'est de la littérature, c'est épistolaire. Bon, ça a fait scandale à l'époque, ça a fait scandale comme aujourd'hui la dark romance peut faire scandale, parce que on ne faut pas lire ça. Alors, avec une fin plutôt morale. Oui, enfin, les personnages souffrent énormément, c'est l'horreur, et c'est très osé. Ça, qu'est-ce que c'est comme genre? Alors, je dirais c'est de la romance. Bernardin de Saint-Pierre ou Paul et Virginie, Manon Lescaut. Pareil, ça c'est des questions on pourrait dire enemies to lovers, ça pourrait être aussi c'est une prostituée, enfin un homme bien sous tout rapport tombe amoureux d'une prostituée, ça va de pire en pire, enfin voilà. Qu'est-ce que c'est comme genre? Est-ce qu'il y a un genre à mettre dessus? Non, il n'y a pas de genre. Donc je dirais qu'on a eu un vrai sujet de catégorisation et donc pas de stigmatisation, mais on n'est pas en train de parler d'apartheid, mais le livre doit devenir un produit et doit devenir, je dirais, rentable rapidement. Et ça a été le passage donc à ce siècle-là, pour le 19e siècle, au moins fin du 19e siècle, qui a fait que, par la suite, on est resté sur ces grandes catégorisations. Edgar Allan Poe, en gros, il est à mon sens à l'origine du polar, mais en fait, il est à l'origine de rien. Il est à l'origine d'une œuvre hybride, totalement plus qu'hybride encore. Donc, à mon sens, je pense qu'on est en train de façon très générale, on est un peu à la jonction entre deux ères, à mon sens. Pour la culture, on a aussi
des générations qui aujourd'hui ne cherchent plus vraiment une catégorie. Alors ils sont obligés d'aller dans un rayon polar, même si ils vont chercher du cozy mystery sans crime. Et ils vont en littérature ou en rayon littérature, même si c'est de la grande saga familiale, mais alors s'il y a une tendance un petit peu romantique dedans, ça va finir en romance. Mais ils savent à peu près retrouver leur livre. Tout ça, encore une fois, à mon sens, ne sert que les intérêts, et c'est très bien, mais des libraires, aussi pour ne pas pour qu'ils puissent s'y retrouver. Ce serait un métier impossible au vu de la saturation du marché. Mais à mon sens, dans l'appétence des lecteurs pour le genre ou pour les genres, donc c'est pas sur les genres que ça s'oriente, c'est sur, à mon sens, la littérature populaire, tout simplement. Et Victor Hugo, qu'est-ce que c'est comme genre? Enfin, il avait exigé à l'époque de publier dans l'équivalent c'était même pas du poche en qualité, c'était en dessous, pour toucher le plus grand nombre possible. Jules Verne, pareil. C'est après coup qu'on classifie, c'est après coup qu'on réduit ou qu'on attribue et qu'on dit ça c'est pour toi, c'est pas pour toi. Voilà. Alors, ça peut marcher quand on est des enfants. Ça c'est pas encore pour ton âge, mais je trouve que ça fait partie d'une infantilisation très caractéristique d'une société un peu passée désormais. Donc voilà, hybrider, c'est au final la vie, à mon sens. Et on peut avoir une touche de noir avec en même temps quelque chose qui peut être voilà, spéculatif, pourquoi pas. Et en même temps, pourquoi dans tout ça, on n'aurait pas aussi un fond qui serait fort, puissant sur une grande histoire d'amour. Donc oui, c'est un peu ma vision des choses. C'est pour l'instant, je ne vois en grand classique que des livres de genre. Et ça, c'est l'ancien prof qui parle et qui s'est opposé à son propre rectorat. Voilà. Mais je sais pas. Non? Enfin, tout ça est un combat entre nous. Les lecteurs, c'est eux qui font, eux défont les histoires, les empires éditoriaux ou autres. Tant qu'on n'aura pas une saine compréhension, non pas tant de sociologiquement qui me lit ou qui lit le livre, mais une compréhension de ce qu'un lecteur attend tout simplement, d'essayer de redevenir soi-même lecteur quand on est producteur de littérature ou de romans. Tant qu'on n'aura pas fait ça, je pense qu'on restera, oui, effectivement, dans les genres, sachant qu'il y a quand même une grosse propension à vouloir, quand on est éditeur, tout le monde, hein, mais quand quelque chose fonctionne, ah bah c'est là qu'il faut aller, c'est ce type de genre-là, il y a ces codes-là du genre qu'il faut respecter parce que c'est ce que veulent les gens. À mon sens, on peut ne pas respecter les codes si on est brillant. Mais il faut trouver ces livres brillants. Hein. Mais c'est encore une fois uniquement les lecteurs qui font les succès des genres. Mais et ils peuvent aussi faire les malheurs. Là, on voit actuellement une désaffection côté romance, là où tout le monde disait c'est là qu'il faut aller, il faut faire énormément de romances. Il y a eu on a tellement tiré sur la corde en proposant des textes qui étaient ultra similaires les uns aux autres, par les personnages, par évidemment plein d'autres aspects, que finalement les lecteurs, je trouve, sont en train de basculer vers autre chose. Cette fois, c'est plus le thriller domestique. Mais ça se voit tellement dans les rayons, les livres qui se vendent plus, qu'on voit bien que, en fait, le vrai marché, ceux qui dirigent, ceux qui tiennent le marché, c'est vraiment les lecteurs, et ça restera les lecteurs. De tout temps, ça a été ça. Il y a eu des best-sellers, il y a eu des auteurs best-sellers monstrueux qui étaient largement plus qu'un Guillaume Musso en potentiel. Au 19e siècle, on n'a aucun souvenir de qui il était. Il y en avait plein là-dessus. Et il y avait aussi des tendanceurs à ce niveau-là. Mais ce qui reste, c'est le texte. Est-ce que le texte s'affranchit de ça? Par le lecteur, on verra.